Professeur, bonjour. Bonjour. Merci infiniment de l'honneur que vous nous faites de nous recevoir dans votre bibliothèque à la faveur de cet échange sur cet important ouvrage que vous avez publié en 2020, pour être précis en novembre 2020, intitulé Argent et socialité dans le Cameroun moderne, entre retour au potlatch, ethos de la distinction et vacuité idéologique. Exactement. La première question qui me vient à l'esprit est de savoir qu'est-ce qui a motivé cette réflexion, professeur? Ce qui a motivé cette réflexion, c'est la socialité au Cameroun, la vie quotidienne, les relations sociales, les rapports sociaux, qui sont tous fondés sur l'argent. Les Camerounais réfléchissent à partir de l'argent, ils se comportent à partir de l'argent. Bref, l'argent, c'est le socle de toutes les relations sociales. On dirait que nous sommes devenus des esclaves de l'argent. Alors que l'argent, comme dit le proverbe, devrait être un serviteur et non un maître. L'argent est devenu le maître des Camerounais. Hélas. Professeur, votre ouvrage, vous le dites, je pense à la page 14, que votre ouvrage s'inspire de l'œuvre du sociologue allemand Georges Simmel, intitulée Philosophie de l'argent, publiée en 1886. Oui. Hein? Oui. Et votre ouvrage aurait pu être intitulé La sociologie de l'argent. Oui. À la faveur de votre ouvrage, justement, par le recours à une socio-analyse, vous essayez de comprendre la signification de l'argent dans le contexte camerounais actuel. La question qui me vient à l'esprit est de savoir, est-ce que la signification dans le contexte camerounais actuel serait différente si on était au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Tchad ou au Sénégal, des pays qui ont connu une trajectoire historique à peu près semblable avec la nôtre? Est-ce que les conditions de décolonisation, la structuration de l'État, les rapports avec l'ancienne colonie n'ont pas eu une incidence sur notre rapport à l'argent? Mais c'est justement ce qui me frappe. Je ne connais pas la société gabonaise dans sa profondeur, mais c'est une société aussi néocoloniale. Mais le néocolonialisme ne nous structure pas de la même façon. J'ai souvent regardé la télévision gabonaise. Je pense qu'il y a dans cette société gabonaise, dans ce pays, ou dans d'autres pays néocolonisés, par exemple, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il y a quand même un certain effort de subsumer le néocolonialisme, d'être un peu au-dessus. Il y a l'effort de s'émanciper un peu par rapport à l'argent. Mais nous, au Cameroun, j'ai l'impression, puisque j'ai été au Sénégal, j'ai été en Côte d'Ivoire, j'ai été en Chine, j'ai été un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en France naturellement, où j'ai fait une partie de mes études supérieures. Il y a quand même que la circulation de l'argent obéit à une certaine normalité. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'argent n'importe comment. Il y a quand même une certaine normalité, comme je l'ai dit. Il y a certaines normes et certaines valeurs aussi, n'est-ce pas, qui structurent le problème de l'argent. Mais au Cameroun, où je vis tous les jours, et le Cameroun qui est comme on dit, le condensé de l'Afrique, j'ai quand même l'impression que les choses sont un peu différentes. Nous sommes un peu au Cameroun à ce que j'appellerais le degré paroxystique de la circulation de l'argent. C'est un peu le paroxysme. D'ailleurs, j'ai un ami sénégalais, le professeur Moustapha Tamba, dont on pourrait reparler à une certaine occasion ultérieure. Le professeur Tamba m'a écrit et il m'a dit que ce que j'ai décrit au Cameroun, ce que j'analyse, se produit aussi au Sénégal, mais à des degrés un peu nuancés.
C'est ce qui devrait donc vous amener à comprendre pourquoi j'ai insisté sur le Cameroun, que je connais d'ailleurs tous les jours, que je connais mieux que les autres pays. Et en sociologie, qui est une science relative, j'ai pensé que on pourrait étudier le phénomène de l'argent de façon particulière. Parce que l'argent aussi pose des problèmes particuliers aux Camerounais. Professeur, dans cette course folle, ce sont des expressions que vous utilisez, que je reprends, à l'argent, cette folie de l'argent, comme vous dites. Oui, mais c'est une folie. Cette folie... Vous avez suivi tout ce qui se dit autour de l'argent ces jours-ci. J'invente rien. Hein. Oui. Le Covid-gate, le Can-gate. Le Can-gate, et puis ces valises remplies d'argent qu'on trouve dans les résidences. Les résidents, les chambres, et tout ça. Et puis, aller un peu au ministère X au Cameroun, il n'y a que l'argent qui compte. Tout ce que vous pouvez produire comme démarche, tout ce qui intéresse les Camerounais, c'est l'argent. Professeur, est-ce que cette course folle à l'argent n'est pas aussi une conséquence de la mondialisation libérale qui a magnifié, sacralisé le dieu argent? On vit une marchandisation de tout, marchandisation du corps humain, marchandisation de l'éducation. Tout ce qui était valeur est aujourd'hui un outil commercial. Est-ce que ce n'est pas aussi une conséquence de la mondialisation libérale? Une conséquence peut-être, mais plus une mauvaise appropriation du phénomène de l'argent. L'argent, c'est utile. L'argent fait vivre les gens, comme on dit. Mais au Cameroun, je crois qu'il y a une appropriation, une réappropriation ratée de la mondialisation. Dans tous les domaines d'ailleurs. Tous les domaines sont structurés, imbibés, pollués par l'argent. Vous avez suivi récemment les problèmes de la rentrée scolaire. Il n'y avait que l'argent, l'argent, l'argent. Je n'insiste pas. Nulle part on a abordé la question des programmes. Ni les programmes, des ni conditions de formation. Oui, ni comment dirais-je gérer, ni comment gérer le Covid dans l'éducation. Il n'y avait que l'argent. Comment même ils utilisent cet argent dans les APE, comme ils appellent, comment ces APE fonctionnent, est-ce qu'on tient compte des niveaux de vie des parents d'élèves? En tout cas, ce qui intéresse les gens, c'est l'argent. Et c'est quand même décevant. Professeur, vous proposez à la page 31 du livre une lexicologie de l'argent en contexte camerounais, ouais. Farotage, fémania, enveloppe, ouais. Poste juteux, nourriture pour faire référence au poste, signature, avoir la signature, manger ou boire, viande, le mapatisme, j'ai beaucoup adoré. Vous avez oublié un concept camerounais, la décentralisation. La décentralisation. Ça consiste à distribuer l'argent. Et justement, c'est quelque chose que j'ai découvert dans votre ouvrage. Ça existe. La distribution ou la distraction de l'argent du haut vers le bas. Oui, on décentralise. Et je me suis demandé, professeur... À ce niveau-là, jusqu'à ce niveau, la décentralisation, qui devrait être un concept politique, n'est-ce pas, créé par le président de la République, qui voit quelque chose de nouveau, d'important et de significatif pour les Camerounais, qui devrait nous apporter, comment dirais-je, le développement, entre guillemets. Voilà comment on banalise un concept aussi fort que l'argent. Et on lui donne une signification extrêmement péjorative. Absolument. Et la question que je me posais pour ça, est-ce que cette lexicographie de l'argent, dans notre contexte, n'est pas en même temps la lexicographie de la corruption? Oui, mais c'est ce que j'appelle les... Vous savez, il y a un chapitre consacré à ce que j'appelle les maquis de l'argent. Oui, les circuits. Les circuits. Bon, c'est pour se cacher qu'on utilise cela. Vous savez, l'argent, comme je vous l'ai dit, sa circulation n'est pas normée au Cameroun. Donc l'argent circule par des voies
par les maquis, par les... Exactement comme la nourriture et la corruption. Évidemment, la corruption, c'est aussi l'argent et la nourriture. Donc, on sait très bien que tout cela n'est pas autorisé, mais comme nous vivons, nous évoluons dans une société que j'ai l'habitude d'appeler une société anomique, il faut donc utiliser aussi des termes, n'est-ce pas, qui peuvent cacher, n'est-ce pas, nos comportements. Vous savez, l'anomie, c'est un terme du camien. Anomos. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de normes. Il y a des normes. Si tu voles ceci, si tu fais cela, on va te condamner. Mais le policier qui prend l'argent à un chauffeur sur la voie publique, il sait très bien que c'est interdit. Mais comme on est dans l'anomalie, l'anomie sociale, on utilise donc un autre terme. Et celui qui va prendre l'argent au policier ne dira pas « donne-moi l'argent ». Il va utiliser un terme. « Faraude-moi »,« motive-moi », etc. Ou bien quand on dit en politique, Nanjangui, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'argent qui circule en politique. Vous dites farotage. On sait très bien qu'il ne faut pas déverser l'argent sur le public lors d'une campagne. Mais on va dire farotage. Ce n'est pas la corruption, c'est-à-dire votez moins, je vous donne l'argent. On va dire faroter-nous. Donc c'est pour se masquer, se cacher face à la norme qu'on va utiliser les termes d'une lexicologie, n'est-ce pas, semblable à celle-là. Et il y a aussi la parémiologie. Oui. Vous avez oublié les proverbes. Les proverbes. N'est-ce pas? Et il y en a vraiment beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. La chèvre brûle là où elle est attachée. Tout à fait. L'argent ouvre toutes les portes. Mange et tais-toi, car la bouche qui mange ne parle pas. Ton ventre sera ta mauvaise conscience. Politique Nanjangui. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Tout à fait. Donc il y a l'argent partout, mais il ne faut pas en parler. Mais il faut exprimer ça de façon, vous savez, comme un proverbe, de façon imagée. Par la parémiologie, c'est le proverbe qui suffit d'une expression imagée d'une réalité. Professeur, à propos des mentalités formatées par l'argent, c'est le titre du chapitre 3. Ouais. Vous évoquez entre autres la mentalité tribaliste. Pensez-vous que cette course folle à l'argent a favorisé l'avènement d'un État tribal, comme vous le qualifiez vous-même? Oui, j'imagine, hein, je ne suis pas à la place du président de la République, mais je suis sociologue. J'essaie de comprendre la signification des actions sociales, y compris de la hiérarchie. Je pense que quand il faut vous nommer à un poste, on se renseigne d'abord sur vos origines tribales. Et lorsque vous êtes nommé, vous devez donc redistribuer, n'est-ce pas, à vos cousins, à vos cousines, aux gens de votre région. Et si vous ne le faites pas, les gens de votre région, de votre clan, vont se rebeller, ils vont se plaindre. Et ils vont le signaler plus haut et ils vont commencer à écrire contre vous. Vous ne donnez pas à manger à votre famille. Et à boire. À boire. Donnez-nous à manger. Et quand vous leur avez donné l'argent, ils vous laissent tranquille. En attendant de revenir à la prochaine occasion. Ce que vous dites est très intéressant, professeur. Vous dites, les Camerounais, dans les faits, les attitudes et les comportements se complaisent dans des particularismes ethniques ou primordialistes, saisissant l'État ou la nation par le prisme réducteur et simpliste des intérêts égocentriques de leur groupe tribal. La perception d'un État tribal n'est pas une fiction métaphysique. C'est une réalité dans les discours, les faits et les actes, malgré par ailleurs les réels efforts conduits pour accorder à ceux-ci une dimension nationale. Ces perceptions sont du reste entretenues par l'élite qui y trouve un fonds de commerce politique menant lui-même au banquet et à la mangeoire. Tout à fait. Vous connaissez le philosophe des Lumières français, Montesquieu.
Montesquieu a dit que le peuple n'a que le gouvernement qu'il mérite. Je crois sans volonté d'outrecuidance ou de subversion, je crois que le président est un très bon sociologue. Il a compris que les Camerounais ne peuvent être gouvernés que de cette façon-là. Donc, contenter les tribus qui vont à leur tour donner à manger, et comme les Camerounais aiment manger. Hein, le Camerounais, comme dit Bayard, vous savez que le livre de Bayard, La politique du ventre, le livre de Bayard parle qui a été écrit à partir de son expérience au Cameroun. Le livre de Bayard parle de homo mandukans, c'est-à-dire l'homme mangeant, de mandukare, participe présent de manger. Donc l'homme qui mange continuellement. Le Camerounais est un homme qui mange tout le temps. Donc quand lui il a mangé, il va manger, et quand il a mangé, il reste tranquille, en attendant d'avoir faim dans quelques heures plus tard. Donc quand vous lui donnez à manger, vous laissez tranquille. C'est tout. Donc le président a compris ça. Non pas qu'il veuille gérer le Cameroun sur une base tribale, mais il a compris que les gens sont tribalistiquement, je peux dire, déterminés. Primordialement déterminés. Et que c'est ça qui les motive. Et il faut commencer à travailler à partir de leur base tribale. Dans le même sens, parlant toujours des mentalités formatées par l'argent, Ouais. Vous estimez que l'argent a aggravé notre névrose néocoloniale, pour emprunter à Fanon qui parle de névrose coloniale. Vous en parlez à la page 43. Oui. Professeur, est-ce que ce n'est pas très dur? Non. Mais la névrose, c'est une notion scientifique que je dois à Frantz Fanon, le grand psychologue qui vivait en Algérie à l'époque, venait des Antilles. C'est lui qui a utilisé le concept ou la notion, disons, névrose. La névrose, c'est quoi? C'est une maladie. Quelqu'un qui est névrosé, il est malade parce qu'il a peur, n'est-ce pas, de perdre ses positions. Donc l'élite qui a peur de perdre ses positions, qui le conduit à l'argent, l'élite est donc composée de gens névrosés. C'est pour ça que je les appelle les malades mentaux, les névrosés. Ce n'est pas péjoratif du tout. C'est tiré de Frantz Fanon. Et les psychologues vous diront, vous pouvez voir un homme normal qui agit de façon, mais il peut être névrosé parce qu'il a peur. Il a subi telle ou telle expérience dont il a été maladifié et il devient névrosé, c'est-à-dire malade. Professeur, deux dernières questions. Ouais. D'abord, lorsque vous évoquez l'argent comme facteur de distinction et d'élitisation, vous procédez à une esquisse de stratification sociale. Au sommet, les très riches, en dessous, la classe moyenne, et au bas de l'échelle, les pauvres. N'est-ce pas le lot commun des sociétés libérales, cette stratification? Est-ce qu'elle est différente qu'on soit en France, aux États-Unis ou au Cameroun? Vous savez qu'en France, on parle aussi de moyenne bourgeoisie, classe moyenne. Est-ce qu'il y a une classe moyenne au Cameroun? Au Cameroun, on est riche, on est pauvre. On est pauvre. Donc, on n'a même pas pris la précaution de créer une classe intermédiaire qui servirait dans des tampons, de tampons de sécurité, de cordons de sécurité à la classe supérieure. Donc, on peut comprendre que ce soit, n'est-ce pas, arc-bouté sur l'argent. C'est comme ça dans toutes les sociétés, mais il faut toujours une classe tampon. C'est le cordon de sécurité pour que la société n'éclate pas. Je crois qu'il y a un concept que j'ai utilisé en sous-titre, la vacuité idéologique. La vacuité idéologique. Vacuité, vacuum en latin, vide. Il y a un vide idéologique chez les Camerounais. J'y venais, professeur. Ah bon? Très bien. Et parce que dans la conclusion de votre ouvrage, elle semble totalement indexer
la responsabilité des intellectuels. Est-ce que cette vacuité, parce que vous procédez déjà à une catégorisation en 3 sur laquelle on reviendra, quelle est la responsabilité de la formation, de l'éducation dans cette vacuité idéologique? Quand vous parlez de vacuité idéologique, qui en est le responsable? Ce sont les intellectuels. Parce que dans toutes les sociétés humaines, il est de la responsabilité de l'intellectuel de construire le devenir, pas de l'appliquer. Parce que si vous référez à l'Union soviétique, il y avait la nomenclature à l'époque. Le terme intellectuel vient du russe, n'est-ce pas? Où il fallait qu'il y ait dans la société une petite frange. Bon, mon collègue Daniel Gaxi, qui a écrit le sens caché, il dit qu'il faut, pour la société, posséder ce qu'il appelle la compétence. Il y a très peu de gens, 5 ou 5% d'individus, qui possèdent la compétence politique. Et il n'y a que les intellectuels. C'est la compétence intellectuelle. Dans toute société, il y a environ 1% ou 2% d'individus qui possèdent ce que j'appelle la compétence. C'est-à-dire la capacité à réfléchir et à construire. Il revient donc aux intellectuels. Depuis l'Antiquité grecque, ceux qui ont pensé la société grecque, ce n'étaient pas les gens de la rue. C'était les intellectuels, Socrate, Platon, etc. Et au Moyen-Âge, c'était des gens comme Montaigne, Rabelais, donc qui écrivaient, qui pensaient. Au XVIIe siècle, il y avait les classiques, n'est-ce pas? Corneille, Molière, Boileau, c'est eux qui ont pensé la société. Alors que le roi Louis XIV était tout puissant. Louis XIV avait compris qu'il avait besoin des intellectuels, soit pour légitimer son pouvoir, soit pour l'éclairer. Et nous verrons donc au XVIIIe siècle les philosophes éclairés qui vont être ce que l'autre va appeler plus tard des intellectuels organiques. En fait, ils n'appartiennent pas tellement à la classe qui gouverne. Mais la classe qui gouverne, n'est-ce pas, s'appuie sur leur réflexion pour construire la société. Or, chez nous, que fait l'élite? Pas grand-chose. Ne construit pas. Et c'est pour ça qu'en Afrique, il y a eu, lors des premières années de l'indépendance, il y a eu quelques figures qui ont voulu construire le Cameroun. Mais depuis lors, toutes ces figures ont disparu. Alors que nous avons des gens qui sont bedonnants de diplômes, qui crient partout à la télévision, mais qui n'arrivent pas à construire, à aider le pouvoir à construire, à bâtir, à penser le Cameroun de demain. Et lorsque vous voulez penser le Cameroun de demain, vous êtes poursuivi, pourchassé. Vous êtes un peu mal compris, à tout le moins. Je n'irai pas plus loin. Vous proposez justement, parlant des intellectuels, en indexant leurs responsabilités, vous proposez une catégorisation en 3. Oui. Les intellectuels organiques, Oui. Une catégorie que vous scindez en 2. Oui. D'abord les thuriféraires, puis les griots. Les intellectuels déviants, ça c'est la deuxième catégorie. Et parmi eux, les déviants positifs et les déviants négatifs. Ouais. Et la dernière catégorie que vous qualifiez de spéciale, les intellectuels médiatiques. Oui. Ah. Vous voulez que je parle des intellectuels organiques ou des griots? Selon vous déjà, entre ces 3 catégories, les intellectuels organiques. Quels sont les plus dangereux selon vous? Parce que je crois quand même qu'il y a une dangerosité dans la nocivité. Oui. Ou la Parmi les intellectuels organiques, enfin dangereux, non. Les moins intéressants,
ce sont les turiféraires. Vous savez, je suis un ancien, comme je vous l'ai dit la dernière fois, je suis un ancien séminariste. J'ai fait mes humanités au séminaire. Donc, il m'est souvent arrivé d'être turiféraire. Tous féris, faire tour. Le porteur de l'appareil qui encensait celui qui célébrait la messe. Donc, ceux ne font que louanger, n'est-ce pas, le pouvoir. C'est leur droit. Ils peuvent le faire. Mais ils n'apportent rien à la société. Ils n'apportent même rien au chef. Parce qu'ils ne lui diront pas la vérité dont le chef a besoin pour gérer la cité. Par contre, ceux qui sont intéressants, à mon avis, ce sont les griots, qui me rappellent l'Afrique traditionnelle. Le joueur d'Envette. Le joueur d'Envette, dans son épopée, encense certes le chef, mais il associe cette action à quelques pics, n'est-ce pas, de critiques, n'est-ce pas, de conseils qu'il donne au prince. Donc, ce n'est pas seulement pour encenser, mais il encense pour donner, n'est-ce pas, des leçons au chef. Et le chef a intérêt, parce que le griot, lui, il est dans le peuple. Il comprend le peuple, il connaît le peuple, et il répercute au chef les griefs du petit peuple. Et le chef a intérêt à suivre le griot. Et je préfère les griots aux turiféraires. Et parmi les déviants, vous parlez des déviants positifs et des déviants négatifs. Oui. Nous avons évoqué Simmel tout à l'heure, n'est-ce pas? Le sociologue Simmel, qui est sociologue interactionniste. L'interactionnisme, c'est une théorie sociologique qui pose que la déviance est de deux côtés. Si je suis en position de pouvoir et que vous vous comportez de manière, n'est-ce pas, condamnable, d'après moi, je vous traite donc de déviant. Mais par contre, si vous êtes de l'autre côté du tableau, je veux dire, vous êtes considéré comme un déviant. Parce que la déviance n'est pas que négative. Le déviant veut construire des normes nouvelles que la société pourra utiliser pour se promouvoir, pour évoluer. Donc il ne faut pas toujours regarder d'un mauvais œil le déviant positif. On peut être déviant, c'est-à-dire dévier de la norme, mais en créant de nouvelles normes. Le déviant n'est pas destructeur, délinquant. C'est le délinquant qui devient dangereux pour le pouvoir. Mais le déviant peut aider le pouvoir, parce qu'il donne au pouvoir des informations, des analyses dont peut se servir le pouvoir. C'est pour ça qu'il est déviant positif et non déviant négatif, c'est-à-dire délinquant, destructeur. Lui ne veut rien savoir. Comment vous jugez l'impact des intellectuels médiatiques en lien avec notre dernière discussion, évidemment, sur la question des je crois que la question des intellectuels médiatiques, j'utilise ce concept à partir de Bourdieu, qui écrit un livre là-dessus, nous renvoie un peu à l'ouvrage que j'avais produit sur les débats. Oui. Bon, ils sont présents dans les débats. Mais j'avais conclu à une certaine indigence, une certaine, comment dirais-je, oui, indigence de débat. Ces débats ne nous apportent pas grand-chose. On vient seulement, je ne sais pas si montrer, exposer son savoir, mais être intellectuel ne signifie pas seulement posséder des connaissances et les produire devant un public qui vous admire. Être intellectuel, c'est être capable de comprendre, comme dirait Weber, Verstehen, comprendre la signification, la situation des individus. Or, beaucoup de ces intellectuels-là qui charrient les plateaux, ils aiment plus être dans les plateaux qu'ailleurs, où on devrait les trouver.
qui ont donc transformé, en quelque sorte, l'espace public, qui est un espace de raisonnement, de discussion utile, comme dirait Habermas. Ces intellectuels n'apportent pas quelque chose de positif à la société. Professeur, pour finir, dernière question. Oui. Dans ce rapport des Camerounais à l'argent, quelle est la part du pouvoir politique, la part des responsabilités du pouvoir politique? Non, mais je vous ai cité Montesquieu, non. Le peuple n'a que le gouvernement qu'il mérite. Je crois que parce que j'ai un peu suivi, je peux avoir l'outrecuidance, ou comment dirais-je, l'outrecuidance de dire que j'observe un peu le pouvoir camerounais, celui du renouveau, et même celui des années 60-70. Je crois que, surtout le gouvernement du renouveau, au départ, on nous a promis un certain nombre de réalisations. Mais je crois que le pouvoir s'est rendu compte qu'il n'avait même pas intérêt à aller dans ce sens-là. Que les Camerounais, eux, préféraient aller vers les chemins de l'argent. Donc, le pouvoir a dévié. Il a dit, bon, comme on dit dans ma langue, si un enfant veut la banane mûre, tu la lui donnes, non? Il veut la banane, il mange la banane. Donc, si les Camerounais aiment l'argent ou veulent l'argent, je leur donne l'argent. Donc, le gouvernement a suivi la voie, n'est-ce pas, que les Camerounais eux-mêmes voulaient suivre. Et a donc dévié complètement de tout ce qu'il avait promis. Donc, moi, je ne voudrais pas innocenter le pouvoir, mais j'essaie de le comprendre. De comprendre que ce pouvoir, pour exister, perdurer, c'est normal pour un pouvoir que de vouloir perdurer autant que possible. Pour arriver à cette fin, il a compris que les Camerounais n'étaient bons que pour l'argent. Et c'est ainsi qu'on nous a donné, on a ouvert toutes les voies, n'est-ce pas, pour atteindre à l'argent. Merci infiniment, professeur, pour ce moment d'échange. Je dois vous avouer que l'ouvrage, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai relu, tellement il est intéressant à lire. J'ai appris beaucoup et c'est toujours avec délectation que, professeur, je vous lis. Et je voudrais vous prier que vous nous donniez l'occasion de revenir vous voir bientôt pour un autre échange autour de l'un de vos ouvrages majeurs pour une autre thématique pour continuer à éclairer l'opinion. Argent et socialité dans le Cameroun. Vous pourrez revenir, je voudrais même vous préciser que j'ai pris ma retraite il y a à peu près 2 ans et j'ai donc décidé que désormais je me consacre à l'essentiel, c'est-à-dire à la réflexion et à l'écriture. Et je ne m'en porte pas mal. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Le rendez-vous est donc pris. Argent et socialité dans le Cameroun moderne, entre retour au potlatch, ethos de la distinction et vacuité idéologique. C'est un ouvrage du professeur Valentin Gandongo, publié aux éditions L'Harmattan, à la collection Sociologie africaine en novembre 2020. Ne vous limitez pas à suivre nos vidéos. Allez en bibliothèque, allez dans notre librairie pour vous acquérir ces importantes réflexions, pour aller au fond de la discussion et avoir le maximum d'informations. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute de ce programme de Wafrika TV et nous vous disons à bientôt. Merci infiniment.